Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Ça me fait plaisir de vous retrouver maintenant pour le 101e épisode de ce podcast. Donc, on vient de fêter nos 100 épisodes la semaine dernière. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller écouter l'épisode 100, je vous encourage vraiment à y aller. Je parle d'un sujet, je parle de la pauvreté et avec une question, est-ce que c'est possible d'éradiquer la pauvreté? Et là, heads up ou un spoiler, non, c'est pas possible de l'éradiquer dans le monde entier jusqu'avant le retour de Jésus. Mais est-ce que c'est possible? Puis est-ce qu'on a un blueprint dans le Nouveau Testament, dans la Bible, pour l'éradication de la pauvreté dans l'Église locale? Et là, j'aimerais proposer que oui, il y a vraiment une expérience sociale à faire et spirituelle à mettre en place pour ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça traiter une question d'actualité qui est pas nécessairement facile à traiter parce qu'on a l'impression que si on parle sur ce sujet-là, on va se faire canceller, on va être intolérant, quitte même à pouvoir avoir des répercussions criminelles contre nous. Parce que c'est de plus en plus qu'on pousse au Canada, parfois, on a des idées différentes sur les théories de genre, sur l'orientation de l'identité sexuelle. C'est maintenant des choses qui sont protégées à l'intérieur de la Charte des droits, mais aussi à l'intérieur de certains projets de loi, comme le projet de loi C4, par exemple, qui a maintenant force de loi et qui, dans le fond, rend criminel, même, par exemple, si un intervenant, un psychothérapeute ou autre, dépendamment, il y a des choses qu'il n'a plus le droit de dire. Donc, à des jeunes qui se questionnent sur l'identité sexuelle, sous peine pouvoir être poursuivis. Le gouvernement québécois a même sorti dernièrement une campagne de radio, à la radio, peut-être à la télévision aussi, et sur le site de l'Assemblée nationale, il y a maintenant qu'est-ce que c'est les thérapies de conversion qu'on appelle. Mais à l'intérieur de ça, le gouvernement québécois va plus loin et va jusqu'à dire que si tu te retrouves dans un groupe, même d'un groupe de prière ou des choses comme ça, puis qui disent finalement que l'orientation sexuelle ou théorie de genre ou tout ça, dans le fond, c'est pas bien, ou tu dois rester le genre que tu avais à la naissance ou tout ça, ça fait partie de l'intimidation, ça fait partie des choses, et tu peux même porter plainte dans ce cadre-là. Fait qu'on arrive à un autre point où et on le voit avec cette semaine, ou du moins la semaine dernière, où l'Assemblée, peut-être même au moment qu'on écrit peut-être un peu plus que ça, l'Assemblée nationale au Québec a décidé de voter. Il y a une motion qui a été faite par Québec solidaire, qui est un des partis au Québec, et qui a fait une motion, grosso modo, pour protéger, parce qu'il y a ce qu'on appelle des drag queens. Des drag queens, c'est quoi? C'est essentiellement, c'est souvent des hommes qui sont déguisés en femmes, mais des femmes farfelu, là, c'est-à-dire que over the top, un peu comme des clowns jusqu'à un certain point, et ça se retrouve dans des spectacles, originellement, ça se retrouve dans des spectacles burlesques ou, bon, pour adultes, où, bon, on se trouve des pratiques sexuelles. Donc, c'est un genre, grosso modo, de show sexuel, et c'est des gens avec un but, souvent de promouvoir plusieurs des idées liées à la diversité de genre ou à l'homosexualité ou des choses comme ça. Et là, on se retrouve, on l'avait à quelques places au Canada, aux États-Unis, où c'est rendu qu'on veut faire des contes pour enfants dans des bibliothèques et dans des écoles. Et donc, on parle des tout petits, là, des 4-5 ans, qui vont voir une personne qui est toute déguisée, qui est un homme qui est toute déguisé en femme. On a eu Barbada, par exemple, qui est au cœur un peu de ces réflexions-là, qui était la fée, je pense, elle a fait des étoiles au dernier défilé du Père Noël. Et on a M. Trudeau qui a été dans un genre de télé-réalité où il y a des juges dans un drag queen show. Fait qu'il y a vraiment une promotion, seulement le respect, parce que la position normale qu'on a depuis longtemps, c'est la position évangélique, la position baptiste, de façon générale, de liberté religieuse, c'est-à-dire, je vais pas t'imposer mes valeurs. Je peux penser que qu'est-ce que tu fais, c'est pas bien ou c'est mal. Sauf que qu'est-ce qui a changé qui fait qu'aujourd'hui, on n'a même plus le droit de penser différemment. Et c'est un peu la police de la pensée, parce que ce qui est arrivé dans les dernières semaines, c'est qu'il y a eu des manifestations devant les bibliothèques ou les choses comme ça, un peu au travers le Canada même. Il y a eu de la violence qui ont été faites là d'un côté et de l'autre. Mais avec des pancartes comme, écoutez, l'école n'est pas une place pour les drag queens et devrait rester, une autre pancarte, il devrait rester dans les places pour 18 ans et plus.
Et donc, et ça a été vu par l'Assemblée du Québec, par Québec solidaire, entre autres, pour dire que ça, mais voyons donc, on devrait encourager ces choses-là. Il y a même une pétition qui a été lancée par le chef du Parti conservateur. Et je peux pas prendre le parti politique un ou l'autre, mais je trouve quand même que sa pétition, elle est intéressante. Elle commence ainsi, puis en reconnaissant ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale, sa pétition s'appelle « Protégeons nos enfants ». Et retenez ça parce que l'idée de protéger nos enfants va revenir, parce qu'on va essayer de comprendre. Parce qu'on comprend avant d'être compris, c'est des fois de comprendre l'autre point de vue pour comprendre d'où est-ce qu'il vient, puis comment est-ce qu'on peut interagir puis discuter, parce que là, on a besoin quand même de discuter. Mais ici, Éric Duhaime, dans sa pétition que vous pouvez aller signer, je vais aller mettre le lien aussi dans les notes du podcast, parce que je pense que c'est important de parler dans ce contexte-ci, même si, grosso modo, l'Assemblée nationale a dit que c'est une chose, ou les ministres ont dit que c'est vraiment une mauvaise chose que cette pétition-là, puis c'est des gens, grosso modo, où on est attardés ou autres qui vont signer ça. Fait qu'en voulant dire, je pense pas qu'ils vont la reconnaître, mais quand même. La pétition dit « Attendu que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion présentée par Québec solidaire le 4 avril dernier qui stipule notamment que le fait d'exposer les enfants aux drag queens ferait du Québec un exemple de l'égalité et de l'équité pour les communautés de la pluralité du genre à travers le monde. » Essentiellement, et même un autre point qui dit que certains drag queens tentent depuis quelques années d'entrer dans les garderies, les écoles et les bibliothèques publiques afin de lire des contes sur la diversité sexuelle ou expliquer la théorie des genres d'un point de vue woke. Et que nous voulons respecter l'autorité parentale et que ce sont eux, les parents, qui sont le mieux placés pour déterminer les idéologies et les valeurs morales à prêcher à leurs enfants. Donc, plusieurs choses intéressantes dans ce contexte-là, mais une d'entre elles, c'est que on est en train, c'est pas juste ce que je viens de raconter, Martine à la plage, là, où Martine va s'acheter un bonbon, ou Martine reçoit son premier bicycle. C'est que les contes qui sont racontés pour déjà amener un Québec plus inclusif, puis dire hey, mais tu sais, déjà à 4-5 ans, tu mets cette idée-là que peut-être que t'es pas un garçon, peut-être que t'es pas une fille, peut-être que t'es attiré vers d'autres gens, puis il faut accepter ces gens-là, puis il y a des gens qui sont différents. Jean-François Lisée, l'ancien chef du Parti québécois, a sorti un article dans Le Devoir et je vous encourage à aller lire. Je vais mettre aussi le lien dans les notes du podcast. Mais essentiellement, il finit par dire, est-ce que c'est des débats ou des choses qu'on devrait avoir ou exposer les gens? Oui, au post-secondaire, c'est-à-dire quand ils sont au cégep, à l'université, qu'ils sont capables de réfléchir les concepts. Mais avant ça, on va juste mélanger. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il finit par dire dans son article qu'un des problèmes qu'il y a actuellement, c'est qu'on a plus de gens statistiquement qui sont soit gays ou lesbiennes ou qui vivent cette confusion de genre que qu'est-ce qu'on a historiquement et que plusieurs ça arrive avec ce qu'on appelle un peu le phénomène de contagion sociale. C'est-à-dire que c'est cool ou quand tu es en train d'être confus, tu te poses des questions, tu sais, on t'arrête pas de te dire qu'il faut que tu te poses des questions. Fait que quand tu te poses des questions, puis là, on arrive et là, on va leur proposer rapidement une transformation de genre ou ça. Jean-François Lisée dit ceci dans l'article du Devoir. Il est impossible de nier qu'un problème de genre réel existe chez certains d'entre eux. Donc, il y a certaines personnes qui vivent réellement avec le problème de la dysphorie de genre, comme c'était défini là dans le cahier des maladies, DSM-4 et DSM-5 maintenant. Impossible de nier aussi, de l'autre côté, qu'un effet de mode peut entraîner dans des décisions irréversibles des jeunes qui, devenus adultes, le regrettent amèrement. Les proportions de trans ou de non-binaires mesurées en 2021 sont de moins de 1% pour tous les groupes d'âge et de 0,15% chez les baby boomers à 0,79% chez la génération Z. Fait à quelque part, il faut le réfléchir et c'est ce qui est dit ici. Et puis même, peut-être Jean-François Lisée va recevoir les foudres là, de certaines personnes. Mais l'idée, c'est que si on expose les enfants et les enfants et les adolescents à tous ces questionnements-là, quand ils vont vivre, c'est quoi un adolescent qui se pose pas des questions, juste, tu sais, j'aime quelqu'un, puis là, j'ai une relation, tu sais, on a des sentiments weird, puis on se sent weird, puis on a les hormones, puis on a plein de choses, puis des fois, on se sent un peu reject, on est rejeté, on subit de l'intimidation. Et là, tu te rends compte, là, tu poses des questions. Et là, toute la solution pour tout miracle, c'était probablement pas la bonne orientation de genre ou la bonne, etc., etc. Ce qui fait que, tout le monde,
on encourage non simplement de dire, ben, on va respecter les gens qui pensent ça, mais on est à en faire la promotion. Et là, on est rendu, quand tu es rendu d'avoir des drag queens qui font la promotion de la théorie du genre à des 4-5 ans, moi, déjà, je me posais la question avec le nouveau Passe-Partout, là, il y a quelques années, qui a envoyé ces images, ces idées-là, puis je me dis, ben, pourquoi, et pourquoi c'est là? On va dire, pourquoi est-ce que le Québec ou le Canada ou un pan complet de la société pense que c'est une bonne chose de proposer ces choses-là ou d'arriver avec montrer ça à des enfants, essentiellement. Ce qui est intéressant aussi dans un autre article de elle qui était Denise Bombardier, c'est pas Denise Bombardier est pas quelqu'un que je suis souvent d'accord avec elle et elle fait souvent en même temps c'est correct, hey, c'est correct, on n'est pas d'accord. C'est-tu correct, ça, comme réflexion? Ben oui, on peut ne pas être d'accord, mais je peux trouver que les gens disent des choses intéressantes. Mais dans un article d'opinion, les drag queens de l'Assemblée nationale, je vais mettre aussi le lien là, dans les notes du podcast, elle réfléchit sur le rejet de la moralité des Québécois. Elle dit ceci: depuis leur rejet du catholicisme et de sa morale bornée, les Québécois sont devenus allergiques à tout interdit. Ils aiment les tendances de tout acabit, les modes dans tout leur délire et les minorités les plus visiblement provocatrices et tapageuses. Il dit, et elle finit par dire on n'est plus capable de parler. Elle dit, certaines minorités parmi les minorités au Québec sont intouchables d'une certaine façon. Elles arrivent à imposer leurs visions, leurs règles et leurs excès sans être contredites. Les Québécois majoritaires n'osent pas blâmer ceux et celles qui deviennent les stars d'un soir grâce aux médias qui leur offrent l'antenne. C'est ainsi que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion présentée par Québec solidaire le 3 avril dernier pour déplorer les propos haineux à l'endroit des drag queens lors d'une manifestation contre la présence de Barbada à la bibliothèque de Sainte-Catherine en Montérégie. Faut comprendre, là, puis là, elle le dit, puis je suis d'accord avec elle, les propos haineux sont intolérables en toutes circonstances. OK. Je suis d'accord que tout le monde, personne ne mérite d'être persécuté pour ses croyances. C'est le principe de la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de penser. Mais par contre, ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que ne pas être d'accord avec quelque chose qui est imposé à des enfants, ben peut-être que je peux te laisser faire tes choses, mais un contre-exemple intéressant, parce qu'en philo, on parle souvent pour essayer de voir si un argument fonctionne ou pas. On prend un contre-exemple, c'est-à-dire on prend quelque chose d'autre qui est pas le même, parce que des fois qu'on est trop dans la situation, on s'en rend pas compte, mais on prend un contre-exemple, puis là on voit, ça fait-tu du sens? Puis là, j'aurais ça proposer 2 contre-exemples ici. Un, c'est est-ce que j'inviterais un nudiste à venir faire un conte pour les enfants de 4 à 5 ans, pour vous montrer qu'il y a une diversité dans les façons et les croyances. Le nudisme est légal. Je veux dire, tu peux aller sur des plages, il y a des sections, puis il y a des places où tu peux l'être et des places que tu peux pas l'être. Mais pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas un nudiste? Il y en a un qui s'habille trop, farfelu, puis l'autre s'habille pas, puis pourquoi est-ce qu'il viendrait pas? Ouais, mais ça serait pas approprié d'avoir quelqu'un tout nu devant des enfants de 4 et 5 ans. D'or, c'est évident. De la même manière, on parle souvent, on a des journées de la valorisation des professions. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une travailleuse du sexe, donc une prostituée, qui vient présenter son travail ou qui vient raconter un conte aux enfants de 4 et 5 ans? Parce que ça serait pas approprié d'exposer les enfants à des thématiques pour adultes, puis des thématiques de la sexualité. C'est pas une bonne chose. Fait que, dans les contre-exemples, ça, tu dis alors, est-ce qu'on devrait prendre un drag queen avec qu'est-ce que ça veut dire, un drag queen? Fait que Denise Bombardier continue, les propos haineux sont intolérables en toutes circonstances. Je suis d'accord. Mais il faut noter le silence qui s'est abattu sur le Québec depuis cet événement. C'est comme si la présence d'une drag queen dans les écoles auprès de nos tout-petits ne pose aucun problème. Cet événement en dit long sur la capacité des Québécois à s'exprimer et à débattre une initiative présentée comme une banalité. Les Québécois, ils ont toutes peur. Mais tout le monde a peur. Et mais pourquoi? C'est quoi? On va y arriver là à pourquoi est-ce que le monde voit ça de cette manière-ci.
Mais juste aussi cette semaine, dans les dernières semaines, il y a une des grosses controverses avec Bud Light. Vous avez peut-être entendu parler. Bud Light, Nike, donc des grosses compagnies. Parce que les grosses compagnies essaient toutes, ils veulent vendre plus de choses. Puis personne veut être pris avec la patate de dire, vous, là, vous êtes intolérant, puis t'es pas ouvert. Puis comprenons. Et ça vient de quelque chose qu'on appelle le Critical Race Theory, la théorie critique de la race. Je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Mais le point, c'est qu'on a étendu dans la théorie critique de la race, ça veut dire que il faut protéger toutes les minorités. Et à l'intérieur de toutes ces minorités-là, mais il n'y a pas simplement le racisme, il y a aussi tout ce qui est lié à la sexualité, tout ce qui est lié aux personnes, à notre identité et tout ça. Et dans ce contexte-là, même si tu peux ne pas avoir de comportement raciste envers, par exemple, des gens de d'autres couleurs ou tout ça, mais si t'es pas en train de activement combattre contre le système qui est contre eux, puis qui n'est pas en train de faire la promotion de cette diversité-là, tu es raciste. Et c'est ça, entre autres, le racisme systémique, et tu en fais partie. Fait que dans cette idée-là du CRT, la Critical Race Theory, c'est que si tu n'es pas en train de faire la promotion de ça, et c'est ce que J.K. Rowling, par exemple, elle a été cancellée, on essaie de boycotter son film, ses choses, tout ça parce qu'elle a dit, à un moment donné, elle a vécu un abus quand elle était plus jeune, mais elle dit, ben non, les gens, des fois, ils ont besoin d'aide. Puis des fois un homme qui se déguise en femme, mais ça reste un homme qui se déguise en femme. Puis non, je veux pas qu'il aille dans la même toilette que mes filles ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas safe. On veut aussi préserver les filles dans toute cette réflexion-là. Mais on essaie de canceller J.K. Rowling à cause de ça. Puis J.K. Rowling le dit, puis c'est intéressant, elle dit, écoute, moi, je suis pour qu'on donne de l'aide, puis je suis pour qu'on respecte les gens, peu importe. Tu sais, ça, le respect, là. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que si on n'est pas en train d'activement les soutenir puis d'en faire la promotion, on est vu comme un ennemi. Puis là, on n'a plus droit de parole. Fait que le fait qu'on est arrivé là, et là, toutes les compagnies sont comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, Bud Light here, la Bud Light, la bière, a sorti une campagne de publicité avec une personne, Dylan Mulvaney, qui est un homme qui a transitionné comme une femme, qui a été super populaire. Il a été invité à la Maison-Blanche dernièrement. Il a vraiment le vent dans les voiles, mais il est vraiment over the top. Et même, j'ai lu plusieurs articles, vu plusieurs vidéos sur l'idée que même les femmes sont mal à l'aise avec une femme. C'est pas ça, tu sais, parce qu'il fait toute une série de vidéos maintenant, ma vie comme une femme et tout ça. Mais beaucoup de femmes disent, ben, c'est pas ça être une fille. C'est pas ça être une femme. C'est pas... Et là, Bud Lightyear l'a utilisé pour vendre la bière. La bière qui est souvent, un stéréotype de la bière, c'est souvent que c'est les hommes qui en prennent davantage, particulièrement la démographie. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un boycott impressionnant de Bud Light. Et là, il y a un genre de crash relié aussi financier, beaucoup de répercussions pour la compagnie, tout ça. Fait que là, c'est comme, oh boy, là, la compagnie est en train de revenir en arrière, parce que là, ils savent pas trop quoi faire, parce que ils ont fait ça pour cocher la case. Nous, on fait la promotion de l'inclusivité, puis vous allez nous aimer. Puis là, la réaction majoritaire, non, et là, ça va trop loin. Puis tu n'as pas besoin de mettre ça à toutes les sauces. Et là, tu as une réaction. Puis là, les gens savent pas quoi faire parce qu'ils peuvent pas à la fois dire, ben, OK, c'était pas une bonne chose. Nike, la compagnie là, Just Do It, a utilisé la même personne, Dylan Mulvaney, pour essentiellement, puis on le voit qu'il porte par exemple la promotion de une brassière de sport pour femmes. Puis là, j'écoutais plusieurs femmes en fait parler de ça. Elles disaient, ben moi j'ai un problème quand c'est quelque chose même si il a transitionné ou autre, mais qu'est-ce que ça envoie comme message aux vraies femmes? Et on le voit dans le milieu des sports aussi, où de plus en plus d'organismes ont statué et dit non, on ne peut pas avoir un homme biologique qui compétitionne avec les femmes biologiques. Il y a même un homme dernièrement, je lisais l'article, c'était pour montrer un point, et le gars est super gros, super barbu, puis il arrive à les compétitions pour lever des haltères, puis il arrive puis il dit « Moi, je suis une femme. » Je m'identifie comme une femme. Mais il n'y a rien dans les statuts qui dit tu dois prouver quelque chose. Ben, OK. T'es arrivé. Il a levé pas mal plus que la championne du monde dans ce domaine-là. Il a brisé encore maintenant le champion.
et quelqu'un qui s'identifie comme un homme dans la réalité. Il s'est auto-identifié comme une femme pendant un petit bout de temps. Ben, ce qui fait que on vit dans un monde où tu dis, OK, mais là, on veut pas discriminer personne. Qu'est-ce qui nous mène à cette réflexion-là? C'est ça que, pourquoi est-ce qu'on se sent obligé, que toutes les compagnies se sentent obligées de cocher la case nous sommes inclusifs et là même de faire la promotion de ces choses. Oxfam vient de sortir un guide, je suis passé au travers, un guide d'inclusion. Tout le vocabulaire à ne pas utiliser pour leurs intervenants et c'est immensément bien fait d'un point de vue. Quand on veut comprendre c'est quoi la Critical Race Theory puis le wokisme et des choses comme ça, c'est super bien fait. Donc, vous peut-être taper guide Oxfam inclusion, vous allez le trouver. Mais c'est là que tu vois que la réflexion, c'est qu'on veut ne pas discriminer ou amener les gens à être des victimes. Pour vous donner une idée un peu, c'est quoi le CRT? Bon, le CRT, c'était un pan d'études très particulièrement, la théorie critique de la race, qui s'intéressait à un sujet, c'est de dire, mais comment, malgré tout ce qui s'est passé avec Martin Luther King, puis avec la libération, un peu la ségrégation et tout ça aux États-Unis, pourquoi est-ce que les droits des personnes noires n'ont pas avancé plus loin? Qu'est-ce qui ont fait que ça l'a bloqué? Et là, et il y a des choses terribles, hein, puis ça, je pense que c'est une excellente chose. Il n'y a pas juste des mauvaises choses dans ce qu'on appelle le wokisme, des choses comme ça. Le mot woke veut dire réveiller, se réveiller aux injustices qu'il y a dans le monde. Ils font la même chose que les témoins de Jéhovah. Ils cognent à ta porte, réveillez-vous, mais c'est wokez-vous, réveillez-vous aussi. C'est le même, il y a un message de propagande, c'est-à-dire on a un message, mais toute tentative de convaincre, créer une certaine propagande. On passe des valeurs, on passe des idées, on passe des idéologies. Mais dans le wokisme, il y a un réel désir de se réveiller aux injustices et aux inégalités dans le monde. Et une d'entre elles qui a été soulignée fortement, c'est le racisme. Et avec raison. Écoutez, qu'on regarde la loi sur les Indiens, c'est absolument atroce. Je veux dire, honnêtement, on a commis des atrocités envers les gens des Premières Nations, les personnes de couleur aussi. Puis, est-ce qu'il y a une forme de racisme? Oui. J'ai une tante qui travaille dans l'insertion des personnes qui viennent des immigrants ou tout ça. Puis souvent, va même aller jusqu'à changer le nom sur un CV pour le rendre en entrevue. Je dis pas que c'est la bonne chose, mais pourquoi? Parce qu'elle dit, mais s'il y a un nom québécois, il l'appelle. S'il n'y a pas un nom québécois, il l'appelle pas. Est-ce qu'il y a des formes de racisme ou de difficulté? Ben oui. Mais est-ce qu'il y a des différences dans les cultures? Des fois, j'aimerais arriver, c'est pas tellement qu'on est raciste, on aime beaucoup, on s'aime beaucoup soi-même, puis qu'on a la peur de l'autre avec un grand A. L'autre est différent. Tu sais, quand tu passes, puis ça m'est arrivé, tu sais, des fois, on va en vacances, on va avec des amis, puis on reste quelques jours chez eux, puis ils font les choses différentes que nous, on fait. Puis ça nous dérange. Puis nous, on pense que notre façon de faire est meilleure, puis que notre façon de ci, puis notre façon de ça. On l'autre sur l'autoroute. D'ailleurs, ça, c'était drôle. Si vous n'avez pas vu la vidéo, venez voir sur ma page Facebook dans le tournage qu'on a fait pour les Pourquoi de la foi. À un moment donné, on fait un combat entre Super Gus, qui est notre détective, et l'incroyable Gus, qui était moi déguisé en Hulk, essentiellement. Et on est sur l'autoroute. Tu sais, sur l'autoroute, ceux qui vont plus vite que nous, c'est des malades. Ceux qui vont plus lentement que nous, c'est des pépères. Et là, je rentre la douche fonctionnait pas au studio. Fait qu'il fallait que je sorte du studio complètement maquillage toute à la tête, Hulk rouge. Fait que j'ai décidé, garde, je vais m'assumer, je garde ma perruque, je garde mon maquillage, je vais dans l'auto, ma plus vieille est avec moi. Et là, j'embarque sur l'autoroute. Et là, j'arrive, puis là, il y a un gars qui va vraiment lentement. Puis, fait que je me mets derrière parce que moi, il faut que je rentre, l'autoroute est là. Mais là, il est tellement pas content qu'il se tasse à droite, à gauche, à droite, pour que je le dépasse. Puis tu sais, des fois, quand quelqu'un tu trouves qui est pépère ou tu sais, tu veux voir qu'est-ce qu'il y a de l'air, tu sais. Puis là, moi, je suis tout en Hulk avec mes affaires. Fait que je passe à côté, puis je vois qu'il me regarde. Fait que moi, je le regarde avec ma face de Hulk. Il a fait comme un peu étonné, là. Je pense pas qu'il s'attendait à voir Hulk rouge. Mais sur le point, c'est que sur l'autoroute, nous, on est toujours là le mieux. Puis qu'on va regarder la personne, mais c'est un vieux, c'est un jeune, c'est un ci, c'est un ça. Mais à quelque part, oui,
on a un regard où on se sent toujours supérieur aux autres. Le problème, l'Écriture nous amène en Philippiens 2, regardez toujours les autres comme plus importants que vous-même. Donc, c'est le cœur humain qui a un problème. Fait que oui, il y a une forme de racisme systémique dans le sens où le cœur humain, c'est un pécheur. Moi, j'appelle ça le péché systémique. J'ai même un épisode de podcast que j'ai fait à peu près 1 an sur c'est racisme systémique ou péché systémique. Mais je pense que le péché fait qu'on regarde l'autre avec un grand A. Puis c'est pas juste je regarde l'autre d'une nationalité différente. Je regarde des fois entre les dénominations, je suis baptiste, pentecôtiste, ménonite, frère, etc. On se regarde un peu de haut, là. Eux, ils sont pas comme nous. Exactement. Et donc, c'est dans la vie en général, on a un regard où on pense que notre façon de faire, elle est meilleure que d'autres. Le problème, c'est qu'on écrase les autres. On avait un des choses qu'on appelle les Red Districts aux États-Unis, où les personnes de couleur ne pouvaient pas habiter. Il y avait des règles, ils ne pouvaient pas habiter dans certaines places et on ne donnait pas des hypothèques à des gens de couleur pour les empêcher de venir dans certains secteurs. Fait que ça a amené un ensemble de problématiques. Mais tout ça pour dire qu'il y a des règles vraiment terribles qu'on doit remettre en question, puis de dire, oui, on doit être éveillé à ces injustices-là. Le problème, je vous dirais, c'est que dans la CRT, c'est qu'il va aller plus loin, puis il va aller de dire c'est les institutions qui sont le problème, c'est le système au complet qui est le problème. Et tu as je donne quelques présupposés ici, ça vient d'un livre où Access and Equity for African American Students in Higher Education, a Critical Race Historical Analysis of Policy Efforts. Donc, ça a été fait en 2009, avec quelques présupposés qui nous viennent. C'est quoi expliqué un peu par les gens qui étudient la CRT? C'est quoi la CRT? Par exemple, il y a quelques présupposés. Un premier présupposé serait le racisme est une partie normale de la vie américaine, souvent incapable d'être distinctement reconnue. On va leur dire, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont racistes. Une lentille de Critical Race Theory révèle les diverses formes sous lesquelles le racisme se manifeste continuellement, malgré les valeurs institutionnelles proclamées en faveur de l'équité et de la justice sociale. Fait que le CRT dit, même les woke, jusqu'à un certain point, même les gens qui sont éveillés aux injustices, sont encore en train d'être injustes parce qu'ils font partie d'un système injuste qu'il faut remettre en question. Donc, c'est les institutions. On se bat contre le système, et le système doit être déconstruit, doit être tassé. D'où on arrive avec des choses comme il faut défonder la police, il faut ci, il faut ça. Ça réglera pas nécessairement. Est-ce qu'il y a des billets, particulièrement aux États-Unis, dans la police, dans certains États? Oui, malheureusement, puis c'est terrible. Est-ce qu'on en a aussi au Canada? Je suis pas certain que oui, mais à une moindre mesure peut-être, parce qu'on est des contextes différents. Mais quand même, ici, ça souligne que toute institution, en fond, est mauvaise. C'est un peu l'idée. Un deuxième principe, des idées telles que le libéralisme, la neutralité, l'objectivité, la couleur de peau invisible, ce qu'on appelle le color blindness, et la méritocratie camouflent la façon dont l'avantage racial propulse les intérêts personnels, le pouvoir et les privilèges dominants. Grosso modo, là, ce que ça dit, puis c'est fort, là. Encore une fois, ça vient d'eux-mêmes, là, en voulant dire, c'est comment ils comprennent. Dire qu'il faut le libre marché, il faut vivre dans une société libre, démocratique, etc., la neutralité, dire qu'on est objectif. Moi, je vois pas la couleur. Mais le problème, en voulant dire, puis c'est la réalité, j'avais des amis africains et que dans un sens, là, je voyais pas la différence entre lui et moi. Pourquoi? Parce qu'on était semblables au niveau universitaire, au niveau classe sociale, au niveau intérêt, au niveau... ce qui est drôle, c'est que je vois pas la différence, en guillemets, chez les gens qui sont comme moi. Fait que dans cette optique-là, ce qui me dérange, c'est quelqu'un qui vient d'une autre culture, qui est différente et qui fait les choses différemment que moi. Fait que oui, mais sauf que quand on dit qu'on est aveugle à la couleur, ce que le CRT va dire, c'est grave de dire que tu es aveugle à la couleur. Là, t'as une minute, j'essaie de pas faire de discrimination. Oui, mais en disant que tu vas être aveugle à la couleur, eh bien, tu es en train de dire que on devrait traiter tout le monde comme des blancs. Et effacer leur distinctif culturel et qui ils sont. Si vous avez l'impression qu'on peut pas gagner, peu importe ce qu'on dit, c'est pas mal ça. Parce que même la personne qui dit, mais moi, j'essaie de traiter les gens. Non,
on arrive à l'idée que particulièrement l'homme hétérosexuel blanc, ça c'est le summum du summum de qu'est-ce qui est mauvais, arrive à l'idée qu'il n'a plus le droit de parler parce que c'est un agresseur. Et les blancs, on a ce qu'on appelle le white privilege, le privilège blanc. On va dire, parce que t'es né blanc, t'as un privilège. Puis tu devrais, si t'étais conséquent, jeter dehors ton privilège ou utiliser rejeter ton privilège pour servir les autres. Et pour particulièrement protéger les minorités. On va leur dire, par exemple, si ton voisin qui est de couleur n'a pas, se fait refuser un contrat ou se fait refuser, par exemple, un certificat pour faire des rénovations, tout ça, mais tu vas utiliser ton white privilege pour aller avec lui à l'hôtel de ville pour finalement utiliser ton influence ou ton privilège pour pouvoir vaincre ou contrer une injustice sociale. Ben, ça, jusqu'à un certain point, là, c'est biblique, c'est très biblique comme concept. Jésus-Christ, qui, dans le fond, n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, est devenu homme pour nous, un esclave pour nous servir. Puis il nous invite à la suite, à nous aussi, à servir les autres, puis à s'oublier parfois, puis à mettre de côté nos propres intérêts. C'est le début de Philippiens 2, c'est formidable. Fait qu'on a déjà ce concept-là, on est d'accord avec ça. Sauf que, l'idée est quand même intéressante, c'est de dire, mais oui, on va reconnaître ça on reconnaît à l'excès. Et même, il y avait l'expression qui disait « The queen can do no wrong », la reine peut rien faire de mal, peu importe ce qu'elle fait, c'est correct. Mais maintenant, on a les minorités can do no wrong. Et c'est ça qui est une problématique, parce que, par exemple, on va avoir, si une personne de couleur fait un crime, puis elle se fait tirer dessus, elle va voler une banque ou tout ça. Là, on devient que c'est la personne qui a tiré ou c'est les policiers qui sont le problème puis que c'est le système. Et donc, automatiquement, on a même eu quelqu'un dans la dernière semaine dans les nouvelles qui s'est fait essentiellement kidnapper. C'était une athlète tenue un peu, fait des violences contre elle parce qu'elle avait affirmé, puis c'est une athlète de haut niveau qui dit, ben non, moi je pense qu'on devrait pas laisser... à la limite, on règle le problème, il y a une catégorie trans. Puis, toutes les gens qui s'identifient comme trans, mais travaillent ensemble, ou du moins, hommes biologiques trans, puis femmes biologiques trans, mais vous pouvez compétitionner entre vous, puis ça va être fair. Sinon, c'est pas fair du tout. Et là, dans tout ça, avec la femme vit des violences pour dire tout simplement quelque chose qui est quand même assez, c'est une possibilité utile, c'est quand même un bon point, et qui se fait, et là, les gens viennent à la rescousse des protestants, donc pas les protestants comme les chrétiens, là, mais de ceux qui protestaient contre finalement cette athlète-là. Et là, on se rend compte que là, on protège l'agresseur, mais là, parce que c'est une minorité sexuelle can do no wrong. Là, c'est comme, c'est quoi? Y a-t-il une échelle, une gradation de qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que la couleur est plus important que la sexualité? Ou qu'est-ce qui, tu sais, c'est comme tu joues aux cartes, là. C'est quoi qui est plus fort? Tu sais, carreau, trèfle, pique, cœur. Y a-t-il quelque chose qui vient avant? Fait qu'ici, c'est le fait de dire ces choses-là. Fait que même quand quand vous essayez de faire des choses pour corriger le système, tu le fais essentiellement parce que ça t'avantage bien. On va dire Bud Light, quand il invite Dylan Mulvaney pour faire sa campagne de publicité. Il le fait parce qu'il pense que ça va y attirer quelque chose, ça va l'amener un gain financier. Puis là, ça a été de l'autre côté. Puis là, voilà. Donc, c'est un autre tenet. Un autre, ça, je dis essentiellement que ça favorise les avantages des Blancs. Et une autre chose, c'est que l'histoire révisionniste, on va relire l'histoire dans la Critical Race Theory, est un autre principe de la CRT qui suggère que l'histoire américaine soit examinée de près et réinterprétée au lieu d'être acceptée telle qu'elle est considérée comme vérité. Il y a cette idée que, les vainqueurs écrivent l'histoire, et l'histoire objective, ça n'existe pas à 100%. Mais la théorie ici, c'est que, étant donné que c'est la classe dominante qui a écrit l'histoire, probablement qu'on a effacé aussi les apports des minorités et tout ça dans ça, il faut que ça soit restauré. De la même manière, par contre, on a l'autre problème, c'est que si, par exemple, on a un président américain qui a eu des esclaves à un moment donné, on doit déboulonner sa statue, on doit essentiellement, dans la position CRT, effacer les injustices des autres époques. Il faut faire comme s'ils avaient jamais existé. Mais là, on se retrouve en 1984 avec la novlangue dans George Orwell, avec cette idée qu'on efface dépendamment, et là, dépendamment avec qui faisait l'alliance dans le livre. Il y avait trois pays, puis dépendamment avec qui faisait l'alliance, ils changeaient les livres d'histoire pour démontrer, mais là, on a toujours été avec eux. Mais là, on est en train de relire l'histoire avec
des lentilles, de la CRT, sur l'entièreté de l'histoire. Écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on la dimension de la sexualité ou de la victimisation, parce que l'idée ici, c'est de protéger les victimes. Quand tu es victime, ça devient unidimensionnel. On a une politicienne qui s'est sortie dans les derniers jours, a été abusée sexuellement par un autre député et ça se retrouve, bon là, son nom a été divulgué malgré son désir, que ça n'a pas marché. Sauf que là, elle se trouve, c'est une personnalité publique et là, elle se retrouve avec cette étiquette-là de victime. Et, là, ce qui est dommage, et là, c'est d'avoir qu'est-ce qui va se passer avec le temps. Mais parfois, quand les gens se voient où on est une minorité ou une victime, dans toute la compréhension de la CRT, la personne ne devient que cette chose-là, elle devient unidimensionnelle. Pourtant, cette politicienne-là, elle a tellement à apporter plus, mais ma crainte, c'est que elle va devenir, elle sera plus la politicienne XXX, elle va devenir, ah oui, la politicienne qui s'est fait abuser par tel député. Et donc, cette étiquette de victime est super importante dans la CRT parce qu'il faut reconnaître la victime. Sauf que le problème, c'est qu'on est victime sur certaines choses, puis on est agresseur sur certaines choses. On est simul justus et peccator. C'est à la fois juste et pécheur. C'est-à-dire que, des fois, je dis des choses à mes enfants, à mon épouse, aux gens autour de moi, que bon, ouais, j'ai mal dit, ou j'ai fait de la peine, ok, je te demande pardon. Puis, qu'on est puis des fois, il y a des choses que je me fais dire par des gens ou que dans le ministère pastoral ou d'autres choses. Fait que t'es comme, on est à la fois agresseur et victime. Sauf que dans la CRT, t'es victime. Sauf que aussi, qu'est-ce qui arrive quand tu passes ta vie comme une victime? Puis que tu t'identifies, je m'identifie, je suis une victime. Mais il y avait un clip de Morgan Freeman, c'est un de mes acteurs favoris, qui disait, il se faisait poser la question, il était dans une interview avec un intervieweur qui était juif. Il parlait de l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs. Puis Morgan Freeman disait, mais moi, j'en veux pas de mois d'histoire des Noirs. Puis le monsieur, il dit, à ce moment-là, comment on va combattre le racisme? Et Morgan Freeman dit, il faudrait peut-être arrêter d'en parler, justement. Il dit, toi, est-ce que tu voudrais un mois d'histoire des Blancs? L'intervieweur dit, non. Il dit, en fait, je suis juif. Est-ce que tu voudrais un mois de l'histoire des Juifs? L'intervieweur dit, non. Mais pourtant, les Juifs à la Shoah, donc à la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a c'est un des pires génocides là, qu'on peut dire au travers de l'histoire, 6 millions de Juifs qui ont été mis à mort. Fait, est-ce qu'ils ne mériteraient pas d'avoir un mois des Juifs? Et donc, cette idée que si j'ai une mentalité de victime, eh bien, je vais continuer à avoir cette mentalité de victime. Il parlait dans une autre entrevue, Morgan Freeman, avec un autre intervieweur dans un autre poste de télé, un autre intervieweur qui était aussi noir. Puis il a dit, tu sais, on est la preuve tous les deux qu'on peut réussir, puis on peut avoir une vie, puis on peut, tu sais. Et donc, il y a cette tension-là. Sauf que pour la CRT, à ce moment-là, les personnes, que ce soit des personnes de couleur, qui pensent des choses comme Morgan Freeman, c'est des mauvaises, en guillemets, personnes de couleur. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont encore pris dans le système, sont encore pluguées dans la matrice, ils ont besoin d'être libérés de la matrice. Parce que s'ils savaient qu'ils sont enchaînés, eh bien, ils voudraient être libérés. On a exactement la même chose avec la conception de l'avortement. Parce que un homme a bien de la difficulté, il n'a pas le droit de parler, mais qu'est-ce qui arrive quand une femme dit, mais moi je pense que l'avortement, c'est pas une bonne chose. Parce que moi, je parle pour il y a un être ici, puis moi je pense que c'est important cet être-là. Puis ce qu'on veut, c'est un point intéressant, c'est pas juste de dire, puis on peut, j'aime beaucoup dans la conférence qu'on a eue au Forum des Évangélistes, Simon Ouellet lançait cette idée-là, puis je trouvais que c'était tellement intéressant. Il dit, comment aborder dans une société woke cette question-là, l'avortement? Il dit, tu sais, si tu parles à quelqu'un qui est pro-choix, il dit, tu sais, toi, tu veux te battre pour une injustice parce que le droit des femmes a été bafoué pendant longtemps, vous n'avez pas de droit de vote, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas de droit, etc. Puis, fait que tu veux protéger une injustice, mais moi, je veux protéger une autre injustice. Puis cette injustice, c'est l'être qui est là, puis lui qui n'a pas le droit à parler. Mais comment est-ce qu'on fait, on arrive à une solution que ça ne crée pas une injustice? Sauf que la réalité, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le concept de l'avortement, l'argumentaire, c'est que ça, c'est un amas de cellules, c'est un fœtus, ça n'a pas de valeur, donc c'est mon corps, je peux en faire ce que j'en veux de cet amas de cellules-là.
Mais Deuxième Guerre mondiale, ben, comment est-ce que vous avez, on a posé la question aux généraux allemands, comment est-ce que vous avez pu envoyer autant de Juifs, des êtres humains, dans des fours crématoires comme ça? Il dit, mais Hitler nous avait convaincus que la vie d'un Juif valait pas plus que celle d'un rat. Quand j'ai regardé Hôtel Rwanda en préparation pour la conférence là, sur le CRT et tout ça que j'ai donné à Québec, au Forum des évangélistes, puis j'ai écouté Hôtel Rwanda et quel film! Quel film! Mais quelle tragédie qui est derrière. Puis une des choses qui m'a marqué, c'est quand ils donnent l'attaque, la radio donne l'attaque où on va commencer ce génocide-là. On va dire tuons ces coquerelles. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, et là, pourtant, ils sont de la même couleur. La différence était, des fois, on calculait même avec une règle la grandeur du nez. Puis ça, c'était, écoute, et là, tu te rends compte, wow, on n'a pas besoin d'être de couleurs différentes pour se tuer, saillir, puis commettre des atrocités comme ça. Mais on a besoin d'évaluer quelle est la valeur de l'autre. Donc, le racisme, essentiellement, c'est de penser que l'autre est inférieur à moi, et encore plus qu'il est inférieur au point que je peux dominer sur lui, qu'il a moins de droits que moi. Dans un sens, une des questions qui va s'en venir bientôt, c'est la question d'un citoyen. Un citoyen a plus de droits qu'un immigrant. Mais pourquoi est-ce que la Terre devrait avoir des frontières? Je pense que c'est une réflexion qui va venir avec le temps, où on s'en va peut-être vers éventuellement une forme de gouvernement mondial, justement parce qu'il y a plein d'inégalités, puis ça pourrait être une façon de régler ça, d'avoir une entité qui gère le tout. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire qu'on veut régler les injustices. Puis à ce moment-ci, ben, on veut protéger les minorités, on veut protéger et on veut dénoncer le racisme. Sauf que le grand problème derrière tout ça, c'est qu'on a identifié dans le CRT, c'est pas juste le racisme qui est un problème, c'est d'être un groupe minoritaire persécuté. Et dans un livre qui s'appelle Is Everyone Really Equal? C'est un des livres fondateurs de la Critical Race Theory, et par Olzem Sensoy et Robin DiAngelo. D'Angelo peut-être, désolé si je le prononce mal, mais arrive à page 64, figure 5.1, avec l'idée de voici le type d'oppression. Puis on met donc, c'est pas juste le racisme qu'on veut se battre contre, c'est ces autres inégalités ici. Alors voici des groupes de minoritaires, par exemple les gens de couleur. C'est quoi l'oppression? C'est le racisme. Et c'est quoi le groupe dominant méchant? C'est les blancs. D'un groupe minoritaire, c'est les pauvres, la classe ouvrière, puis peut-être même la classe moyenne. Et là, on a une oppression, c'est le classicisme. C'est-à-dire que, et ça, je crois que c'est réel aussi. Quand je disais tout à l'heure que je m'entends très bien avec des personnes de couleur, puis je vois pas la différence, parce qu'on est la même classe sociale, puis on a les mêmes intérêts, puis les mêmes choses. Par contre, si je regarde d'autres classes sociales, des fois, je me promène, je vais aider d'autres gens de ma famille, puis bon, il y a des blocs appartements, puis bon, il y a plus de pauvreté dans ce coin-là et tout ça. Puis là, mon regard est différent. Mais oui, mais encore une fois, l'Écriture m'appelle à avoir un regard d'amour, de compassion, d'aide. Fait qu'il faut, oui, se battre. Fait que dans un sens, il y a beaucoup de choses dans cette vision du monde. Mais il faut faire attention pour que les injustices soient corrigées. On peut militer aussi, nous aussi, pour ça. Il y a un autre, par exemple, on arrive après ça, mais il y a un groupe femmes, transgenres, puis queer, qui sont pas sûrs ou qui sont ambivalents. Ben ça, on appelle ça le sexisme ou une forme de sexisme. Et c'est quoi le groupe dominant? Mais c'est les gens, les hommes cisgenres, comme on appelle, CIS genre, qui veut dire biologiquement homme. Donc, et après ça, t'en as un autre, les gays, les lesbiens, les bisexuels, two-spirit. Il y a beaucoup, semble-t-il, beaucoup plus, dépendamment comment les gens se définissent. Et là, c'est un hétérosexisme. Et le groupe dominant, c'est les hétérosexuels. On a aussi le contexte religieux, les musulmans, les bouddhistes, les juifs, les hindous et tout ça. Ben, il y a une oppression, un antisémitisme ou autre. Et souvent, c'est les chrétiens qui sont ce groupe-là. Intéressant parce que les chrétiens sont dans les groupes dominants, sont dans les groupes qui sont les plus persécutés dans le monde actuellement. Donc, c'est intéressant. Ben, il y a une vision du monde que blanc, chrétien, hétérosexuel, c'est vraiment le pire chose sur la planète. Il y a des people with disabilities, donc des gens avec des handicaps. Ben à ce moment-là, c'est ableism. C'est donc le genre de racisme dans ce cas-ci, c'est qu'il y a un racisme que les gens qui ont tous leurs membres regardent en bas. Puis oui, c'est vrai qu'on regarde. Tu sais, je veux dire, quand on voit quelqu'un qui manque un bras ou quelque chose, on est comme impressionné, puis c'est comme... Mais oui, il faut passer au travers ça, puis il faut... ou en chaise roulante ou autre. Fait que oui, faisons attention.
Même chose des immigrants, par exemple, ou ceux qui sont perçus comme des immigrants, mais l'oppression, c'est le nationalisme et le groupe dominant, c'est les citoyens. Et dans les gens des Premières Nations, mais tu as le colonialisme et donc l'oppression, c'est les colons blancs. Je parlais avec un ami pasteur hier, puis il me donnait cet exemple. Je trouvais ça intéressant. Il y a certaines îles qui encore pas de... Il y avait un missionnaire qui avait été un jeune missionnaire qui avait été là-bas, puis là, on l'avait accusé. Voyons, il a été disrupté un peu cet écosystème. Il y a personne, il n'y a pas d'humains qui ont été autres, qui ont été là en 100 ans, puis ils vont introduire des maladies, puis pourquoi il vient imposer? Mais dans ces tribus-là, ils sont cannibales. Puis quand ils ont un ennemi, ça marche pas, ils le tuent, ils le chopent, ils le bouffent. Mais là, est-ce qu'il faut respecter l'ensemble de leurs croyances? Dans une université aux États-Unis, dernièrement, il y avait, vous savez, les médecins ont besoin de faire un serment, I will do no harm, mais ils ont modifié ce serment-là pour reconnaître qu'ils vont militer justement contre ces idées fermées. On va militer pour la théorie de genre et on reconnaît les méthodes indigènes de médecine. Grosso modo, parce que on a, au travers de nous, les colons qui sont venus dans les pays, puis on a imposé des choses aux Premières Nations, ben, parce qu'il y a des injustices qui ont été commises contre elles, on reconnaît que leur médecine alternative fonctionne. Ben, j'espère qu'il n'y en a pas un dans la gang qui faisait saigner. Parce que la saignée, ben, si tu coupais les veines, le sang sort, puis ça se fait sortir le méchant, mais ça aidait pas grand monde, puis ça tuait les gens à place. Fait que c'est pas parce que tu as été victime que tu as raison sur tout. Et c'est là qu'on voit quand, à ce moment-ci, un homme de couleur commet un crime, puis là, on est comme, ou pire, ce qui est comme, on sait pas quoi faire avec. Tu as, par exemple, le Ghana qui est en train de passer certaines lois sur l'homosexualité pour être plus strict au point de vue du conservatisme, qui se fait poser à CNN la question, mais est-ce que vous n'êtes pas pourquoi, est-ce que c'est pas une injustice? Puis le président dit, laissez notre pays. Moi, je vous imposerai pas nos valeurs. Imposez-nous pas vos valeurs. Puis, c'est intéressant de dire, oh, mais non, on va voir ça comme une injustice. Quand on a ici, et c'est le problème qu'on peut revenir à nos drag queens ou à l'imposition de la théorie de genre, puis ça, c'est important de comprendre ça. C'est que avec le CRT, qui est essentiellement la lentille avec laquelle la majorité des médias, et que ce soit Disney, que ce soit Hollywood et tout ça, c'est très, 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 très fort. Il y a vraiment un mouvement très fort. C'est qu'on a égalisé le racisme avec toutes les variations d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes prof à l'école du dimanche. Puis il y a une gang d'enfants. Il y a un enfant blanc qui s'assoit. Et là, il y a un enfant de couleur qui s'assoit à côté de lui. L'enfant blanc se lève, change de place. Tu trouves ça étrange. Tu vas voir l'enfant à la fin. Puis tu lui poses la question. Tu dis, hey, dis-moi, pourquoi tu as changé de place? Le petit garçon te répond, ben, mon père m'a dit qu'on ne devait pas s'asseoir à côté de ces personnes-là. Et là, tu vas faire un step par en arrière, puis tu dis, mais non, puis là, tu vas probablement prendre sur toi de rectifier que c'est mal, de pas voir les gens, que Dieu a créé tous les gens égaux, etc., etc. Et là, tu vas aller voir possiblement le parent, possiblement le pasteur aussi, pour poser, mais là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais pour les gens des minorités sexuelles ou d'orientation sexuelle, théorie de genre, tout ça, tu sais, tu pourrais pas aller voir une personne de couleur, une personne noire, puis lui dire, c'est mal que t'es noir. Tu dois te repentir d'être noir. Ben là, c'est parce que c'est ce que je suis. C'est ce que je suis dans mon ADN. C'est ce que je suis dans, tu sais, c'est visible. C'est ce que je suis dans mon identité culturelle. C'est ce que je suis dans... Fait que si on fait une égalité entre le racisme ou la race et l'orientation sexuelle, ben je peux pas non plus aller voir et dire à quelqu'un, écoute, c'est pas correct ta pratique sexuelle. Ou non, je pense pas que t'es vraiment, tu sais, je pense pas que t'es un homme ou une femme. Ça se dit pas. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent dans la tête de dire à un noir, à une personne noire, mais arrête d'être noir. On a fait une équivalence, alors que dans le christianisme, et c'est notre position depuis 2000 ans, depuis 5 000 ans, si on compte l'Ancien Testament aussi,
on n'a pas changé d'idée, ben, les pratiques sexuelles à l'extérieur d'un mariage hétérosexuel, c'est-à-dire, les gens réalisent pas, réfléchissent pas plus loin, mais je veux dire, la Bible parle encore de la sexualité, on le voit dans Lévitique, il y a pas d'inceste, pas de bestialité, donc pas de sexualité avec les bêtes, qui est une question qui va revenir un peu là dans la loi même, parce qu'à la limite, si la bête veut, pourquoi ça serait mal? Si t'as pas de quelqu'un qui dit c'est mal, donc pas d'adultère, c'est-à-dire on couche pas avec des gens à l'extérieur du mariage, puis mais on couche pas avec des gens avant le mariage. Fait ils appellent ça t'as la foi, t'as l'adultère, ça s'appelle la débauche, l'immoralité sexuelle, porneia, on est contre toutes ces affaires-là. Fait dans notre tête, puis c'est ça, puis tu vois dans le récemment, ben en bout de ligne, c'est de dire, ben la sexualité, en voulant dire les pratiques sexuelles, ce n'est pas qui tu es, c'est ce que tu fais. Puis la différence est là. Je donne un exemple, un contre-exemple. Si je vais voir un voleur de banque, puis je dis, il faut que tu arrêtes de voler des banques, c'est mal. Puis il me dit, ben, moi, c'est comme ça que c'est qui je suis est un voleur de banque. Puis il dit, oui, mais crois-moi, là, c'est ça que je suis. As-tu une preuve de ça? Ben, de la même manière que génétiquement, il y a pas de preuve pour les théories de genre et tout ça. Mais de la même façon, d'ailleurs, dans c'est ce qu'on appelle c'est un test on va dire quand une personne a une impression d'être un genre différent, on va voir le médecin, on va l'accueillir dans ça, mais il n'y a aucun test qui dit est-ce qu'il l'est vraiment, est-ce qu'il l'est pas. Le bout, et au Québec, on est particulièrement fort sur ça. C'est ben, on roule avec comment la personne se sent. On va l'aider à naviguer, mais en bout de ligne, c'est un autodiagnostic. Fait que tu n'as pas aller voir un sexologue, tu n'as pas aller voir un psychothérapeute, c'est un autodiagnostic, on arrive à la théorie du genre. Il n'y a pas ton ADN, t'as beau changer, ton ADN demeure, tu sais, c'est pas juste fait d'avoir de la barbe puis d'avoir un organe génital masculin là qui fait la différence. Puis une chose qui est intéressante aussi à réfléchir, historiquement parlant, c'est que la capacité de la médecine de te donner des hormones, puis de te faire des chirurgies, ben ça n'existait pas il y a pas très longtemps, là, c'était pas là sur la map. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, il y a 100 ans, là. Puis avant ça, ben les gens on appelait ça, c'est des gens qui se travestissaient, c'est-à-dire que ben, c'est des hommes qui s'habillent en femmes ou des femmes qui s'habillent en hommes. Puis on en parle dans l'Ancien Testament. Fait que c'est une pratique qui remonte à loin, mais la science ne permettait pas de changer avec des hormones puis de changer avec plusieurs choses. Donc, c'est pas parce que la science peut faire quelque chose que c'est nécessairement quelque chose de moral. Et donc, on arrive ben, si la science n'était pas là, ben, tu devrais rester comme t'es. Tu pourrais pas faire ce genre de transition-là de toute façon. Fait que la question, c'est, est-ce que les pratiques sexuelles sont quelque chose que tu es ou quelque chose que tu pratiques? Et la différence est fondamentale parce que si on revient au drag queen, puis si on se met dans la position CRT sur la question, ben, il y a des enfants là qui sont justement transgenres ou qui vont vouloir changer de genre ou tout ça, puis on veut qu'ils vivent dans une société qui les accepte, on veut pas qu'ils soient discriminés, puis on veut être sûr qu'ils vont bien dans cette transition-là. Comprenez-moi bien. Et c'est vraiment fondamental à comprendre l'enjeu de ce débat. Les gens de la CRT, puis les gens qui font la promotion de tout ça, le font en ayant en tête que c'est pour le bien des enfants. Ils veulent protéger les enfants qui vont vivre même si on parle de moins d'1% statistiquement, non, ben, ils veulent être sûrs que ces quelques enfants-là vont être protégés. Puis et pour ce faire, il faut que toute la société adopte ça parce qu'on combat un racisme systémique contre la théorie de genre, contre des choses comme ça. Fait qu'il faut y aller fort. Mais nous, de l'autre côté, ben c'est aussi comme M. Diem le disait c'est protégeons nos enfants. En voulant dire, j'ai travaillé en tant que pasteur dans des relations de couple et tout ça, mais des gens qui se font abuser, là, ça scrape toute leur vie.
J'ai des gens c'est la deuxième personne âgée qui me racontait avoir été abusée, puis c'est la deuxième personne dans sa vie à qui on en parlait. Ça a un impact toute sa vie. Tu veux mélanger quelqu'un, là, mais pose-lui des questions, puis mélange-le. Puis, comme le disait Jordan Peterson, peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il dit le problème avec la théorie de genre, puis avec les drag queens, puis avec tout ça, c'est qu'on va amener des millions de jeunes au travers des crises qu'ils ne devraient pas se poser la question. On va causer beaucoup plus de problèmes en exposant nos jeunes à ça. Ça, c'est criminel. Et là, on arrive, vous voyez où est-ce qu'on arrive? Nous, on va dire, non, exposer des jeunes à ça. Dès que les adultes le fassent, correct. Vous savez, en Russie, on n'est pas d'accord avec Poutine sur grand-chose, mais Poutine a dit ceci, non, c'est interdit de faire la propagande de genre et d'autres à des enfants. Quand ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, c'est criminel de présenter ça aux enfants et aux adolescents. Et là, on a de l'autre côté qui dit c'est criminel de ne pas le faire. Et là, quand toute l'institution a peur, puis tout le monde a son drapeau, tout le monde a son truc. Et là, ce que fait, c'est de plus en plus même difficile d'adopter au Canada pour les chrétiens parce qu'ils se sont posés la question, mais si jamais ton enfant veut transitionner, qu'est-ce que tu vas faire? Puis les chrétiens, on a une perspective traditionnelle sur la famille, on a ce que Dieu nous dit dans la Bible. Fait que les deux veulent protéger les enfants. Fait que quand je dis de comprendre avant d'être compris, c'est important de comprendre que les gens qui ont un point de vue différent, qui sont du CRT, tout ça, ben, il y a beaucoup de choses avec ça, on peut être d'accord, puis que non, et la Bible nous parle de prendre soin de l'autre, de l'immigré, du pauvre, de regarder les autres comme plus importants, d'être au service des autres, qu'on est créé égaux à l'image de Dieu, etc., etc., etc. Mais, sur la question de la sexualité, là, on s'entend pas. Parce qu'on ne croit pas que la sexualité, c'est quelque chose, c'est une pratique et non pas quelque chose que l'on est dans le plus profond de qui on est. On n'est pas, on ne naît pas on est dans un sexe en particulier, on n'est pas dans l'autre. Fait que, comment on joue et on jongle avec tout ça? Je pense que le principe baptiste de liberté de religion, puis liberté de ne pas persécuter l'autre, je crois profondément à respecter les choix des autres. Dieu lui-même respecte le choix des autres. On va dire, les humains sont libres, en guillemets, de faire ce qu'ils veulent. Il y a un jour de jugement. Il y a des conséquences ici, dans la pratique, quand on pêche, on fait d'autres choses, mais on vit des conséquences de ce péché l'autre, du péché des autres dans notre vie. Puis, il y a un jugement dernier. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais je respecte quand même. Je veux dire, je vais pas me promener, les gens qui sont adultères, qui sont pas chrétiens, je me promène pas avec des tomates ou des roches pour leur tirer dessus. Les gens qui ont des relations de couple puis qui sont pas mariés, mais je vais pas leur pitcher des pierres non plus, puis je les respecte, on parle, puis pourquoi? Parce que oui, je pense qu'il y a un manuel pour le bonheur de l'être humain, puis que c'est la meilleure des vies possibles, c'est de suivre le manuel du Créateur. Puis oui, je crois que la famille traditionnelle, que l'hétérosexualité, c'est le plan que Dieu en donne dans la Bible. Mais ça veut pas dire que je vais pitcher des tomates, puis je vais respecter. Puis, par contre, dans notre société, et c'est ça la problématique, c'est qu'on arrive au point où on se fait dire le simple fait de dire que tu n'es pas d'accord avec ça, alors que ça serait comme de dire je suis pas d'accord avec le fait que tu es noir. Ben, c'est là qu'il faut avoir une discussion, puis dire, ben, il faut avoir, ben, qu'est-ce qui est quoi, puis qu'est-ce qui fait une différence, sauf que ce qui est poussé vraiment très, très fort actuellement, c'est ça. Il n'y a pas grande solution. Parce que si on arrive dans un contexte où l'Assemblée nationale dit ou interdit, par exemple, c'est arrivé au point d'interdire les protestations ou les manifestations anti-drag queen, pas. Vous comprenez, c'est pas que même la pétition de M. Duhaime, c'est pas qu'on est contre à l'intérieur de ça, même la pétition, je pense qu'elle le dit bien, que les drag queens peuvent parfaitement gagner leur vie à offrir des spectacles pour adultes sans avoir à être discriminés ou injuriés. Fait que dans un sens, on ne veut pas que ces gens-là soient discriminés, ou ils le sont assez.
comme les gens qui vivent la dysphorie de genre. Je dis, oui, on veut les accueillir, on veut les aimer, on veut les accompagner. Fait que c'est pas évident. Alors, la question, c'est que si je peux pas manifester et veux pas, et ça, c'est une réalité, à force, quand on s'assit au pied d'un maître, ben, on gobe et on reçoit. Et là, fait que c'est l'école, c'est toutes les publicités. T'écoutes, mettons, j'écoutais La Voix et tout ça cette saison, puis il y a plein d'histoires, puis ils prennent le temps en long et en large d'expliquer l'histoire des uns des autres, particulièrement quand il y a quelque chose sur un coming out ou sur quelque chose comme ça. Fait que c'est partout. Hollywood, dans tous les films Disney, a dit, nous, on le met ça dans tous les films. Il y a des références. Que ça ait pertinence ou pas à l'histoire, c'est partout. Il faut cocher la coche tout le temps, 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 tout le temps. Mais ça influence nos propres façons de penser. Mais imaginez comment ça influence nos jeunes qui n'ont pas nécessairement la capacité de faire un discernement ou de revenir facilement à l'écriture et de dire, écoute, c'est quoi qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit versus qu'est-ce que le monde nous dit. Il y a une réflexion réelle dans ce qu'on appelle le communautarisme, c'est-à-dire que des fois, quand on vit ensemble, j'ai fait ma maîtrise en philo. Mon sujet, c'était comment est-ce qu'on peut partager nos valeurs philosophiques ou religieuses avec les étudiants quand tu as un intervenant scolaire. Mais ce qui m'intéressait particulièrement derrière ça, c'était la question des valeurs. Parce que l'éthique, on fonctionne aujourd'hui dans notre société avec ce qu'on appelle l'éthique appliquée. L'éthique appliquée, c'est quoi? C'est l'éthique fondationnelle, c'est que, par exemple, bon, tu as l'épicurisme, le christianisme, l'athéisme, etc. Tu as des systèmes philosophiques. Puis, pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Parce que Dieu me le dit ou parce que ma logique me le dit ou ci ou ça. Fait qu'il y a des systèmes, sauf que quand tu mets ces gens-là autour d'une table, puis tu mets 10 genres de perspectives différentes sur le bien et le mal, t'arriveras pas à t'entendre. Est-ce que l'avortement, est-ce que le fœtus est un humain et pas un humain? Est-ce que ça c'est mal, ça c'est bien, etc. Fait que l'éthique appliquée dit alors, on va pas bâtir sur les croyances ou ce que les gens considèrent comme des vérités, on va bâtir sur des valeurs communes. L'amour, le respect, l'entraide. Fait que peu importe ce que tu crois, on a peut-être ces valeurs communes qu'on peut mettre ensemble. Ben, une des questions que j'avais pour mon directeur, fait que toutes les valeurs sont bonnes. C'est un peu ce qui était dit, sauf que on s'entend peut-être pas dessus, mais elles sont toutes bonnes. Une valeur, c'est quelque chose qui pousse à l'action. Mais j'ai dit à mon directeur, je dis, écoute, le directeur d'essai, je disais, est-ce que ça existe une mauvaise valeur? Regardez, t'es pas trop sûr où je m'en allais. Parce que pour Hitler, la suprématie de la race aryenne, c'est une valeur. Et ça le pousse à l'action. Puis là, c'est comme, oups, il peut y avoir des mauvaises valeurs dans notre société. Et ce qui arrive, c'est que quand on essaie de faire un vivre ensemble, ben, il y a des valeurs qui sont véhiculées. Comme disait Vaudy Bocam, il ne faut pas s'étonner que si on envoie nos enfants à Rome pour leur éducation, qu'ils reviennent et pensent comme des Romains. Il y a une réflexion, plus que jamais aujourd'hui, sur des options, honnêtement, que ce soit d'école chrétienne, que ce soit l'école à la maison, que ce soit, il y a réellement un tsunami culturel qui est en train d'être là. Et c'est pas juste une question de « Ah, mais je vais enseigner mes enfants à réfléchir à ces choses-là. » Tu gagneras pas cette bataille-là. Je te le garantis. Parce que c'est tellement un tsunami que c'est hallucinant. Et dès que et de plus en plus de chrétiens adoptent le CRT, parce que ben oui, on va protéger les victimes. Et là, cette identification est de plus en plus, vous allez voir de plus en plus d'églises qui vont flancher sur les questions d'identité sexuelle et autres. Pourquoi? Parce que, ben voyons, c'est des victimes, puis il faut protéger. Et nos jeunes, qui sont cette prochaine génération-là, s'ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à avoir des valeurs bibliques, puis à se faire enseigner dans une place aussi où ils voient qu'il y a d'autres personnes qui ont ces valeurs-là bibliques, puis qu'il y a une réflexion, qu'on réfléchisse, qu'on interagisse avec douceur et respect, puis qu'on partage l'Évangile avec douceur et respect, puis surtout qu'on respecte, puis qu'on persécute pas, puis qu'on engage un dialogue.
comprenez qu'on est dans un moment historique, honnêtement, je pense, au Québec, puis que c'est un moment historique où on doit repenser notre éducation. Vous savez, c'est pas l'État qui a l'obligation d'éducation des enfants, c'est encore, même par la loi, c'est les parents. Les parents décident d'envoyer les enfants dans l'école publique. Sauf que on a enlevé les écoles confessionnelles. Il y en a encore quelques-unes, mais on a enlevé principalement les écoles confessionnelles au Québec. Mais il y a un agenda qui est derrière, puis qui est très affirmé par le ministre. On vient de le voir il y a quelques semaines, on pourra en parler dans un autre podcast, mais avec le fait qu'on ne devrait pas avoir de locaux de prière. Mais quand j'étais dans les GBU, à l'époque, mais on demandait un local pour pouvoir avoir une rencontre avec des gens, des chrétiens du cégep qui voulaient avoir une rencontre. On l'avait, il n'y a pas de problème. Les musulmans pourraient avoir la même chose, je vois aucun problème. On n'est pas en train de faire, parce que c'est pas la laïcité, c'est que l'État ne se mêle pas de religion, ne donne pas une faveur envers un plutôt qu'un autre. Fait que c'est neutre. Mais ça peut être neutre de dire, mais oui, tu peux te prendre un local, puis oui, tu peux prendre un local, puis parce que vous êtes un groupe de chrétiens qui partagent, alors que là, on essaie de passer le bulldozer, puis de dire, tout le monde doit être laïque, mais tout le monde doit être religieux. Puis si t'es pas d'accord, mais reste ça chez vous tout seul. Mais on gagnera pas cette guerre culturelle. Puis on a juste... Fait que remettons en question. Plutôt dire, OK, comment est-ce que je réfléchis? Parce que c'est mon endgame, là. Soyons honnêtes, là. Ton endgame, c'est quoi dans la vie? C'est quoi le but de ta vie? C'est-tu de travailler jusqu'à 65 ans, prendre une petite retraite puis rien faire d'autre après? C'est ça vraiment qui est important? C'est ton travail, est-tu si important que ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres buts plus importants? Servir le Seigneur, enseigner mes enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Donc, peut-être mettre de l'argent de côté pour qu'ils puissent justement aller dans une école confessionnelle ou aller dans une école privée qui... J'ai pas toute la réponse, mais en même temps, ce que je vous dis, là, c'est que je vois le tsunami arriver. Puis le tsunami, on est déjà pas mal dedans. Puis c'est de dire, mais ça demande peut-être une repensée fondamentale parce que sinon, on va avoir une génération de nos enfants qui vont être tout simplement exactement comme la société est. Quand je reviendrai, il y aura-t-il encore de la foi sur la terre? À regarder ce qu'on a, on est toujours plus près que ce qu'on était hier, mais le christianisme va être vu. D'ailleurs, c'était intéressant, je parlais avec un autre directeur au Québec dans la mission, puis justement, c'est un camp, puis souvent l'école louait le camp. Et là, l'école peut plus louer le camp à cause parce qu'on n'est pas... On est une organisation chrétienne, l'organisation chrétienne des croyances chrétiennes, parce qu'on fait pas la promotion ouvertement de toute cette diversité-là. L'école a plus le droit d'y aller. Et là, tu as le genre de président du conseil d'administration, qui est une personne de religion sikh, donc porte le turban, le couteau, le kit, qui disait au directeur chrétien, il dit, en 35 ans, j'ai jamais vu une situation comme aujourd'hui. En 35 ans de travailler dans le milieu scolaire et tout ça, aujourd'hui, à chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau qui sort qu'on doit pas dire, qu'on doit pas faire. Puis, ce que je comprends pas, c'est pourquoi toute la haine est dirigée contre vous, les chrétiens. Et ça a permis d'échanger, de partager l'Évangile et tout ça. Mais c'était quand même fascinant d'avoir quelqu'un dans le milieu scolaire qui disait hey, « Je comprends pas toute la haine qu'il y a contre ce que vous pensez ou votre groupe en particulier. » Puis, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On a eu un break pendant un bon bout dans l'histoire. Le gros bout, c'est pas immense, là. Mais on a eu un bout dans l'histoire où on pouvait être chrétien en toute liberté. Il n'y a aucune conséquence ou presque d'être chrétien. Puis on s'est habitué à ça. On est confortable dans ça. Mais non, il faut parler. Écoutez, je termine, j'étais dans 2 Pierre cette semaine. Je pense que ça vaut la peine de terminer avec un passage de 2 Pierre parce j'ai beau parler, mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu, puis de pas avoir honte, puis de dire, des fois, on la lit pas assez. Je vous encouragerais, passer au travers 1 Pierre, 2 Pierre. C'est un bon correctif, des fois, 2 Pierre, dans une situation où il parle d'un monde qui est vraiment loin de Dieu. Parle aussi un peu des temps de la fin, des choses comme ça, mais voici ce qui nous dit en 2 Pierre, chapitre 2, versets 10 et suivants. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux. Donc, Dieu de la marde, les anges, voyons donc. Alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux,
Pareil à des animaux dépourvus de raison qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ceux qu'ils ignorent. Ils mourront aussi comme des bêtes. Ils recevront alors le salaire de leur injustice. Eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour, hommes pervers et souillés, et se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice de la soif ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder, et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, donc un gars dans l'Ancien Testament qui ne suivait pas le Seigneur, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Même il y a un miracle dans l'Ancien Testament où le prophète veut faire le contraire de ce que Dieu veut, puis un âne va lui parler. Ces gens-là sont des sources sans eau. Donc, les gens qui nous promettent des choses aujourd'hui. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui en réalité échappaient aux hommes vivants dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Et donc, ils promettent la liberté, ne se rendant pas compte qu'ils sont eux-mêmes esclaves. Puis, ce que ça nous dit, puis on a dans l'Écriture, mais non, quand les choses sont liées à la sexualité ou choses, mais il y a des choses que la Bible dit, mais non, ça, c'est vraiment des choses qui nous mènent dans l'autre direction complètement du bonheur. Alors, écoutez, ça a été une émission, j'espère, qui a été utile. Une émission qui n'est pas facile, mais en même temps, il faut parler. Puis je pense qu'il faut avoir cette discussion puis cette réflexion-là, parce que si, comme disait Mme Bombardier, si les Québécois restent tous dans le silence, ben, si les chrétiens aussi restent dans le silence, mais nos enfants voient ce silence-là puis acceptent ça, ben, qui ne dit mot consent. Mais je pense qu'il faut protéger nos enfants, puis tout en comprenant qu'on n'arrivera pas à s'entendre, parce que les deux, on voit l'autre comme, ben, écoute, c'est criminel même de ce que tu es en train de faire, tu es en train d'imposer des choses aux enfants qui ne devraient pas se poser, que ça va mélanger leur tête et leur futur, puis leur dit, mais non, il faut absolument imposer ça, parce que sinon, on fait un crime contre eux et ceux qui se verraient comme ça. La réelle question, c'est est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il nous a dit quelque chose? Est-ce que la Bible est fiable? Est-ce qu'on c'est ces questions-là de dire, ben, c'est parce que si Dieu n'existe pas, ben, fais ce que tu veux. Si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas de créateur, ben, que tu te présentes comme tu veux, que tu fasses ce que tu veux, que tu fasses la sexualité que tu veux, yes, il n'y a pas de question. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner pour ne pas manquer aucun de nos prochaines vidéos. Aussi, si tu veux, viens visiter notre site web missionnel.org ou encore notre podcast La foi vient de ce que l'on entend. Puis si jamais il y a un sujet qui n'est pas là et que tu aimerais, écoute, suggère-le. Ça va nous faire plaisir de travailler là-dessus puis de voir comment on peut continuer à servir les églises et le corps de Christ. Que le Seigneur te garde.